Donc, parfait. Dans cette petite démonstration, nous allons montrer comment exécuter des opérations de type CRUD, donc Create, Insert, Update, Delete, basées sur la technologie Link2SQL. Donc, l'exemple va être relativement simple. On a ici un formulaire qui est composé à 100% de balises ASP. Donc, on a des boutons ASP et des textbox ASP. Donc, il n'y a pas de AJAX ici, mais ça importe peu puisque que ce soit du AJAX ou du ASP pur, on sait comment envoyer l'information côté serveur et une fois qu'elle est côté serveur, c'est le Link2SQL qui va nous permettre d'insérer ces informations dans la base de données. Donc, je vais stopper l'exécution du site et rentrer dans Visual Studio. Donc, dans la page ici présente, on a quoi? On a nos différents boutons, nos textbox, et on a ici, si on va en mode source, on a un grid view. Un grid view qui est présentement vide. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va s'afficher dans le grid view? Ben, ce sont tous les éléments qui auront été insérés dans la base de données lorsqu'on appuiera sur le fameux bouton Show. Ça va? Donc, pour être capable d'utiliser une classe Link2SQL, il nous faut dans un premier temps avoir une base de données contenant une ou plusieurs tables et par une procédure qui a déjà été démontrée en classe, on est capable d'aller générer ce qu'on appelle une classe Link2SQL. Donc, la classe élève qui se trouve ici n'a pas été générée par moi. Elle a été générée en faisant un drag and drop de la table dans l'assistant de création graphique Link2SQL. Et en attaquant les propriétés de cette classe, j'ai été capable de la renommer. D'ailleurs, si on regarde à l'écran, le nom original, on le voit ici, la source d'information qui va permettre de charger les différents attributs de ma classe élève proviennent de quoi? De la table se trouvant dans la base de données. Ça va? Donc, une fois que mon objet Link2SQL est créé dans mon explorateur de projet, je peux aller observer le code C# qui a été généré pour cette classe. Ce qui ne nous intéresse pas aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est comment utiliser notre classe Link2SQL. Donc, allons tout de suite observer le code côté serveur. Donc, lorsque j'ai créé ma classe Link2SQL, je l'ai nommée élève data parce que c'était une classe qui allait me permettre d'avoir accès aux data de la table élève, de la table que j'aurais dû appeler élève en réalité. Ça va dans ma base de données. Lorsqu'on finit de créer notre classe Link2SQL, automatiquement, le framework, lorsque j'ai créé ma classe Link2SQL, je l'ai nommée élève tout simplement parce que ma table aurait dû s'appeler élève, mais c'était une erreur de nomenclature. Donc, quand j'ai créé l'objet Link2SQL, comme je l'ai montré ici tout à l'heure dans l'arborescence de projet, comme j'ai montré ici dans l'arborescence de projet, au lieu de le laisser nommer table tout simplement, je l'ai renommé élève pour que ça fasse un peu plus de sens. Donc, puisque mon objet Link2SQL s'appelle élève, quand je veux l'utiliser pour communiquer de manière réelle avec la base de données, ce n'est pas élève que je dois écrire. C'est élève data context. Le mot data context est juste apposé au nom que j'ai donné à ma classe Link2SQL. Donc, j'ai créé ici de manière globale dans mon formulaire une variable de type élève data context que j'ai appelé DB. Donc, cette variable représente quoi? Une session de communication avec la base de données. Mais avec quoi dans la base de données? Avec seulement les éléments qui se trouvent à l'intérieur de mon objet Link2SQL. Donc, seulement la table en réalité, présentement. Ça va? Parfait. Donc, je voulais y avoir accès globalement. Pourquoi? Parce qu'à travers les différents boutons de mon interface usager, à travers les événements clics des différents boutons, je voulais avoir accès à ma classe Link2SQL pour effectuer tantôt des selects, tantôt des updates, tantôt des deletes, tantôt des inserts. Donc, allons-y étape par étape. Donc, quand ma page se charge, j'initialise
ma variable de type link to SQL qui me donne accès à la table qu'on a renommée élève. Quand on clique sur le bouton d'insertion qui se trouve dans notre interface usager, donc si je m'amuse à retourner sur l'interface usager, je vais juste mettre un point d'arrêt ici pour prouver que c'est bien là que le lien a été fait. Donc si je retourne sur mon interface usager et que je passe en mode design et que je clique sur le bouton insert, où est-ce que ça m'amène? Ben, ça m'amène bel et bien dans ma méthode d'insertion, où était le point d'arrêt. Ça va? Donc, si on veut se rappeler de la syntaxe pour insérer quelque chose en link to SQL dans une table, ben, on vient voir dans le bouton insérer élève. C'est un élève qu'on veut insérer ici. Ça va? Donc, un élève contient quoi comme information? Ben, les informations de l'élève sont tirées de la table table. Donc, un élève devrait contenir un ID, un nom, un prénom, un âge et un pays d'origine. Ça va? Donc, dans le text box prévu à cet effet, je vois bien ID, nom, prénom, âge et pays. Donc, je vais récupérer de l'interface usager les informations que je veux insérer dans la base de données. Mais au lieu d'écrire une requête SQL de type insert, je vais plutôt créer un objet basé sur quel type de données? Basé sur le type de données ici qui a été créé automatiquement par l'outil link to SQL. Donc, l'ID, le nom, le prénom, l'âge et le pays que je vais récupérer de mon interface usager vont servir à initialiser une variable de type élève que je vais par la suite pouvoir insérer dans la base de données. Donc, regardons comment ça se fait en termes de code. Donc, quand la classe link to SQL crée des types de données pour nous, elle le fait en utilisant des propriétés automatiques, syntaxe qu'on a déjà vu ici en C#. Donc, quand on crée une propriété automatique, on peut utiliser ces fameuses propriétés à la ligne 25 dans le constructeur de notre objet. C'est ce qui est fait. Donc, je crée un nouvel objet de type élève que j'appelle E1 et j'utilise sa propriété automatique ID que je remplis avec quoi? Le texte que j'ai récupéré de mon textbox ID. On fait la même chose pour le nom, on fait la même chose pour le prénom, pour l'âge, qu'on prend la peine de convertir en integer, parce que dans ma table, ce champ-là est un integer, et le pays qu'on convertit en texte. Donc, j'ai maintenant un objet de type élève qui doit correspondre à un nouvel enregistrement dans la table élève. Ça va? Donc, j'ai pris des informations que j'ai mis dans un objet. Et maintenant, je veux que le langage C# soit capable tout seul de prendre cet objet et de réaliser que l'ID dans ma classe élève correspond au champ ID dans la table correspondante dans la base de données. Que le nom dans ma table élève, ou dans ma classe élève, excusez-moi, correspond au champ associé dans la table correspondante. Donc, et voici comment ça se passe. Comme vous le voyez, j'ai commenté les lignes. Donc, on nous explique ici que on crée l'objet contenant les informations qu'on veut insérer dans notre base de données. Et tout ce qui nous reste à faire, c'est insérer le fameux objet dans la base de données. Qu'est-ce qui représente la base de données dans cette application? C'est ma variable DB. Qui vient d'où? C'est ma fameuse classe link to SQL. Donc, mes DB, donc ma classe link to SQL, peut me permettre de parler à plusieurs tables. Dans notre cas, elle ne contient que élève. Donc, db.élève, parce que je veux faire une manipulation dans élève. Si j'avais élève, professeur, cours, je pourrais faire db.élève ou db.professeur ou db.cours, etc., etc. Donc, db.élève, qu'est-ce que je veux faire à mon tableau d'élèves? Parce que c'est ce que ça représente élève. On le voit à l'écran. Donc, élève est une fonction qui me permet de, insert on submit, excusez-moi, est une fonction qui me permet de passer en paramètre une variable de type élève qui va être rajoutée où? Dans ma table d'élèves, dans la table correspondant dans la base de données. Donc, je prends l'objet que j'ai créé, je fais insert on submit sur la table dans laquelle je veux l'insérer et je fais submit changes. C'est comme commit ça.
sur Oracle ou sur SQL Server. C'est réglé. Mon insertion est terminée dans la base de données. J'ai pas eu besoin de faire de requête SQL, quelle qu'elle soit. Ça va? Si je regarde, et j'ai une fonction showData qui, elle, fait la sélection. Donc, pour l'insertion, je répète les étapes. Je crée un objet en l'initialisant avec les informations que je veux insérer dans la base de données. Je fais le nom de ma classe Link2SQL, point, le nom de la table qui m'intéresse, point insert on submit, et je passe en paramètre l'objet. Et ensuite, on dit de valider les changements. Notre nouvel enregistrement a été rajouté dans la base de données. Si on veut faire maintenant une sélection, donc pour la sélection, je vais aller directement à la méthode showData, parce que dans la démo ici, qu'est-ce qu'on fait? Chaque fois qu'on ajoute, on modifie, on efface, on montre toutes les informations. Donc, regardons toutes les méthodes et après ça, exécutons l'application. Donc, si je vais voir la méthode showData, parfait. Okay. Donc, voici ce qu'on appelle du Link2SQL ou une tangente, une version du Link2SQL. Ce que moi, j'aime bien appeler le reverse Link2SQL parce que ça ressemble à du SQL, mais avec les mêmes mots-clés arrangés différemment. Ce qui n'est pas la seule version ou la seule syntaxe qu'on peut utiliser pour faire du Link2SQL. Il existe aussi une version avec des expressions lambda qu'on verra petit à petit au fur et à mesure qu'on avance dans la session. Et qui est valide que ce soit en Webform ou en ASP.MVC. Donc, ce qu'on est en train de raconter ici, c'est que, lisons-le une première fois, from EL, EL a été déclaré où? EL est déclaré nulle part dans cette histoire-là. C'est un peu la même chose que dans une boucle for each. Une boucle for each, on écrit ça comment? For each, on donne le type de données. Element, in, on donne le tableau. Mais element, ça a été déclaré où? Nulle part. C'est un nom de variable dummy qui sert à récupérer tour à tour les éléments qui vont être récupérés de notre tableau. Tableau, table dans une base de données, tableau d'objets, c'est la même chose, c'est synonyme. Donc, cette requête, elle fait quoi? Elle dit que je demande à ma classe Link2SQL d'aller fouiller dans la table des élèves et de me retourner un à un, ça va, chacun des élèves dans la variable EL, EL pour élève. J'aurais pu appeler cette variable-là Toto. Et moi, ce que je veux, c'est que je veux sélectionner tous les élèves. Donc, j'ai pas de critères de sélection particulière. Donc ça, c'est un select étoile from élève, tout simplement. C'est ça qui vient d'être fait. On voit var. Oui, le mot-clé var existe en C#, même si c'est un langage typé. Pourquoi le mot-clé var existe en C#? Est-ce que je le sais, moi, combien d'enregistrements je vais recevoir? Quand j'effectue un select, il y a peut-être 2 enregistrements dans ma table, il y en a peut-être 10 000. Donc, la variable qui va recevoir le résultat doit être dynamique, doit être variable ou variante. Ça va? Mais on est quand même capable d'aller récupérer le vrai type de ce qui va être retourné. Quand on fait du Link2SQL, en fait, ce qui va nous être retourné, c'est une sorte de liste qu'on appelle un I pour interface, ça va? iQueryable. Donc, une liste qui provient de quoi? D'une query vers la base de données. Quand on fait ce qu'on appelle du link to object, donc quand on fait du link, mais sur un tableau d'objets et non sur une base de données, le type de retour va être un I enumerable. Donc, un tableau qui est énumérable, où on peut passer colonne par colonne. Bref, pour ce qui va nous préoccuper principalement cette session-ci, var, ça va être en fait, je pourrais enlever var et mettre iQueryable. iQueryable quoi? C'est des élèves qui vont mettre retourne. Donc, je pourrais mettre un type de données précis, mais comme on commence, on va utiliser var, qui est une boîte fourre-tout en réalité. Ça va? Ça accepte tout, ça plante pas, et après, on peut aller fouiller à l'intérieur pour vérifier ce qu'on a vraiment récupéré. Ça va? Donc, Donc, je récupère quoi? Je récupère ici une liste de tous les élèves, sans critères de sélection particulière. Et j'utilise cette liste
comme data source pour mon grid view. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que chacun des objets qui est à l'intérieur, donc si j'ai l'ID, le nom, le prénom, l'âge, le pays, ben, chacune de ces propriétés, si on veut, va devenir une des colonnes de mon grid view et chacune des lignes de mon grid view va devenir un des enregistrements, donc un des objets que j'ai récupérés. Donc, c'est comme ça qu'on fait un select de manière simple. Mais, where el.age, ID nom, par exemple, disons ID plus petit que 25, je viens de rajouter un critère de sélection. Donc, c'est pas dans le même ordre que du SQL, mais ça ressemble méchamment à du SQL. Sauf qu'on est en C# pur ici. Ça va? Donc, on va s'amuser à faire plusieurs requêtes de ce type, mais pour aujourd'hui, je voulais d'abord montrer un select simple, basic, un select étoile from une table en particulier. Ça va? Donc, je vais le laisser tel quel, parce que le but de ma fonction showData est tout simplement de montrer pour l'instant tout ce qu'il y a dans la base de données. Ça va? Donc, continuons. Si je passe à un update, donc logiquement, quand je veux mettre à jour un enregistrement en particulier dans la base de données, ben, il faudrait d'abord que, je veux dire, si je veux changer, je sais pas moi, si je veux changer la note d'un de mes étudiants, j'ai pas encore entré ça sur Omnivox, c'est sur les feuilles d'examen dans mon bureau. Ben, je dois d'abord aller dans mon bureau, trouver la bonne feuille, la sortir du paquet, ça va, la déposer sur la table, modifier la note qu'il y a dessus et par la suite la remettre dans le paquet. Ça, c'est une mise à jour. Donc, j'ai fait quoi comme séquence? Je suis allé dans ma table, j'ai récupéré l'objet que je voulais modifier basé sur un critère de sélection quelconque. Son nom, son ID, son nom de famille, peu importe. Une fois que j'ai eu cet objet, j'ai pu modifier une de ces informations. En orienté objet, on modifie comment? Les informations d'un objet qui existait déjà à travers ses propriétés, à travers ses setters. Et une fois que c'est fait, ben, je peux le remettre dans ma pile de notes. Ça va? Donc, c'est exactement ce qu'on va voir dans l'update dans quelques secondes. Donc, j'ai découpé ça en deux morceaux. J'ai fait une fonction mettre à jour l'élève et j'ai fait une fonction showData. Si on voit mettre à jour l'élève, tout à l'heure, on a fait un select qui récupérait absolument tous les élèves de notre table avec tous leurs attributs. Là, je veux récupérer un seul élève par rapport à son ID, disons. Donc, je sais que c'est un élève que je vais récupérer. C'est pas un tableau d'élèves. Donc, je déclare une variable de type élève. Et ensuite, from EL, j'ai juste gardé EL pour que mon code soit symétrique. C'est pas EL, c'est pas un mot-clé, là. Ça peut être n'importe quoi. Donc, from EL in, encore une fois, ma table élève, à laquelle j'ai accès à cause de ma classe Link2SQL, ben, je veux récupérer quoi? Je veux récupérer un seul élève, ça va? Mais cet élève, il doit être sélectionné par rapport à quoi? Là où l'ID de l'élève qui m'intéresse est égal à l'information que j'ai dans mon textbox. Donc ça m'assure que ça me retourne un seul élève et que cet élève correspond à ce critère de sélection juste ici. Et la preuve que c'est du Link2SQL et non du SQL, quand je veux faire une comparaison en SQL, c'est 1 égal ou 2 égal? Un seul égal. 2 égal, c'est en C#. Donc, c'est vraiment une extension au C# qu'on est en train d'utiliser ici. Donc, ça va me retourner un élève. Cet élève-là, j'ai fait quoi? Je l'ai passé à la fonction modify élève. On s'entend que j'aurais pu écrire ça d'un seul bloc, ça va? Mais je voulais découper pour que vous puissiez mettre des points d'arrêt et suivre étape par étape. Donc là, ce que je viens de faire, c'est récupérer la feuille d'examen d'un étudiant basée sur son code permanent ou son nom de famille. Quelque chose, bon, le nom de famille, c'est pas unique, mais on se comprend. J'ai récupéré la feuille d'examen. Maintenant, je veux modifier une des choses qui est écrite sur cette feuille d'examen. Donc, E1, qui est l'élève que j'ai reçu en paramètre, point nom, je modifie son nom, point prénom, je modifie son prénom,
Point A, je modifie son H. Point pays, je modifie son pays. Et puisque cet élève est associé à l'enregistrement correspondant dans la base de données, that's it, j'ai fini. J'ai modifié les attributs de mon élève en utilisant ces setters. C'est comme si j'avais modifié les champs correspondants dans l'enregistrement correspondant. Mon update est fini. Plus besoin de faire un update. Je dois me rappeler du nom de la table. Set. Le nom du champ égale le nom de la... Plus besoin de faire ça. Je fais un select pour récupérer en Link2SQL. J'ai l'objet et tout de suite, j'utilise les setters pour changer ce que j'ai à changer. Merci, bonsoir, c'est réglé. La mise à jour est faite dans la base de données. Pour effacer, c'est le même principe. Pour effacer quelque chose, faut d'abord récupérer ce que je vais effacer. Pour effacer quelque chose, il faut d'abord récupérer ce que je vais effacer. Donc, je vais prendre les questions à la fin. Donc, je veux récupérer ce que j'ai effacé. Si je veux déchirer et jeter la feuille d'examen d'un étudiant, bon, c'est un exemple un peu lugubre, excusez-moi, mais c'est un exemple dont vous allez vous souvenir. Donc, il faut que je trouve la feuille dans mon paquet avant de la détruire du paquet. Ça va? Donc, c'est ma même requête de sélection que tout à l'heure. Je m'attends à récupérer un seul étudiant parce qu'un seul étudiant devra avoir cet ID. Et ensuite, dans la table élève de ma base de données, je fais quoi? J'appelle la méthode deleteOnSubmit. C'est pas moi qui l'ai créée. Cette méthode existe, a été générée automatiquement par le framework ou par l'outil Link2SQL. Et je lui passe en paramètre, la fameuse feuille d'examen ou le fameux étudiant que j'ai récupéré et que je veux enlever de la base de données. Et on met à jour les changements. Ça va? Il reste quoi? J'ai parlé du select, du update, du delete et du insert. Il me semble qu'on les a tous vus. Il y avait une question avant qu'on exécute cette histoire? Quand je fais un select basé sur un ID, je m'attends à recevoir combien d'enregistrements retour? Un seul. Donc, on précise ici que je vais avoir un seul résultat et ça doit être un résultat de type élève. Parce que comme dans toute technologie base de données, quand on fait une requête, un select, ce qui nous est retourné, c'est un ensemble d'objets. C'est ce qu'on a vu en ADO.NET tout à l'heure. C'est nous qui faisions des casts en string ou en integer. Le Link2SQL utilise le ADO.NET. Donc, c'est un objet qui m'est retourné. C'est moi qui spécifie que ça doit être considéré comme un élève et je le stocke donc dans une variable de type élève. Pardon? Il ne peut pas avoir deux élèves avec le même ID. Comment vous allez faire pour avoir deux élèves avec le même ID dans la base de données qu'on a créée ici si l'ID est la clé primaire de votre table? Impossible. Parce que c'est la syntaxe du Link2SQL. Ça va? C'est ça la syntaxe, c'est comme ça qu'on l'écrit. On peut mettre tout ça dans un try-catch. On peut mettre tout ça dans un try-catch et on devrait le mettre dans un try-catch. Mais mon code plante jamais. Je n'ai pas besoin de mettre ça dans un try-catch. On devrait mettre tout ça dans un try-catch. Ça va, effectivement. C'est bon? Oui. DB élève. Pourquoi il a pris comme ça? OK. Ça doit être ma faute. C'est que ici, si la table était élève directement, ça va, il aurait rajouté le S. Mais quand j'ai fait mon objet Link2SQL, ma table s'appelle table et le type de données qui a été généré s'appelle élève. Il n'a pas rajouté le S à table. Donc, si tu remarques avec ce que j'ai fait tout à l'heure avec Toto, donc quand je faisais db.t1, il y avait le S. C'est parce que j'ai renommé la classe qui a été générée par le Link2SQL et ma table n'a pas le même nom, qui n'a pas rajouté ça pour moi. C'est le standard que le framework utilise tout simplement.
Normalement, il y a un S, effectivement. Donc, juste pour clarifier la question, donc, si je retourne ici, avant la démo, on avait créé cet objet, link to SQL, pardon. À partir de cette table, on avait créé l'objet link to SQL suivant. Une autre raison aussi, c'est parce que table aussi, c'est un mot-clé SQL. Donc, déjà là, j'aurais pas dû faire ça. Mais, si on regarde ce qu'il y a ici, si je vais voir dans cet objet link to SQL où j'ai T1 et T2, et que je crée une classe link to SQL pour essayer d'avoir accès aux informations qui sont là-dedans, on va voir que je vais écrire db2, parce que je vais créer une variable db2.t1s qui va me donner accès à ce qui est à l'intérieur. Et db2.t2s pour avoir accès à ce qui est à l'intérieur. Donc, pour élève, ça vient du fait que ma table de départ, en réalité, on ne laisse jamais une table nommée table, c'est un mot-clé SQL. Donc, le framework n'a pas su suivre son pattern habituel, tout simplement. Donc, je vais le faire juste pour valider l'explication. Et en fait, j'aurais pas dû... Bon, je vais le faire ici. Private TotoDB Access Context db2 point virgule. Je vais l'initialiser ici. db2 égale new db data context et donc db2 point t, voilà. Donc, j'ai le S pour les deux, comme on devrait s'y attendre, parce que j'ai respecté, si on veut, le standard dès le début. Ma table était un nom de table qui n'était pas un mot-clé SQL, etc., etc. Ça va? Donc, pardon? Oui, exactement. Donc, je vais stopper ceci. Lui, il ne nous dérange pas tellement. Donc, ce que je vais faire, par contre, venons... Tiens, je vais le lancer pour commencer. Juste ici, lançons l'application. Parfait. Donc, au départ, si je vais inspecter le code de la page, ben, je vois que tous les contrôles ASP ont été convertis en contrôle HTML standard. Si j'appuie sur mon fameux bouton Show, automatiquement, qu'est-ce que je vois apparaître? Toutes les informations qui étaient par défaut dans ma table, qu'on n'a pas encore vues jusqu'à présent. Donc, allons les voir. Si je vais dans mon explorateur de serveur et que je vais voir ce qu'il y a dans la table. Voilà, c'est exactement les mêmes informations qu'on a ici. Donc, rappelons comment cette sélection s'est faite. Donc, je répète, si je retourne dans mon code et je cherche ma fameuse méthode show data. Donc, je dis pour la table élève à laquelle j'ai accès dans mon objet link to SQL, récupère un premier enregistrement et teste cet enregistrement par rapport à mon critère de sélection. J'ai pas de critère de sélection. Il n'y a pas de word ID où le nom est plus grand ou plus petit. Il n'y a rien de tout ça. Donc, c'est un passe-tout, là. Ça ramasse un par un, puis ça me renvoie un par un. Ou, ben, dans la variable qui se trouve là. Ça va? Donc, on a vu en deuxième session, si je me trompe pas, comment interagir avec un grid view, un data grid view en desktop, qui devient un grid view en web. Donc, comment est-ce qu'on interagissait avec ça? Ben, si on avait un tableau d'objets et qu'on utilisait ce tableau d'objets comme data source pour un data grid view, ben, automatiquement, ben, qu'est-ce qu'on voyait apparaître sur chacune des lignes de notre data grid view? Ben, les différentes informations,
les différents attributs de chacun des objets qui étaient dans notre tableau d'objets. C'est exactement ce qui se passe ici. Sauf que ce n'est pas moi qui ai créé le tableau d'objets qui s'appelle élève, c'est le framework Link2SQL qui l'a fait. Ce n'est pas moi qui ai créé le type de données élève, c'est le framework Link2SQL qui l'a fait. Ça va? Donc, la sélection relativement simple ici. Je vais stopper et je vais mettre un point d'arrêt à l'insertion. Et je vous laisserai vous amuser à mettre le point d'arrêt dans les autres fonctionnalités. Donc, insérer élève, donc je vais mettre un point d'arrêt juste ici, à la création de mon élève. Je vais retourner, lancer mon application. OK. Donc, là, je me souviens plus de c'est quoi les ID que j'ai mis dans ma base de données. Donc, on va en mettre un grand. Ça va? Juste pour être sûr qu'il n'y en a pas déjà un qui existe dans la base de données. Donc, test 1, 37, UK. Ça va? Et insertion. Donc, on va créer notre variable de type élève et puisqu'on est dans Visual Studio, utilisons la magie de Visual Studio. Donc, mon élève est présentement nul. Nul. Donc, hey, est-ce que j'ai codé une classe élève, moi, depuis qu'on a commencé aujourd'hui? Jamais. Pourtant, on m'a amené dans un constructeur là, d'une classe élève. Comment ça se fait? Ben, parce que, comme on l'a mentionné tout à l'heure, si je vais voir mon explorateur de solution, ben, on a notre classe Link2SQL ici et j'ai un fichier C# élève.designer.cs. Si je clique là-dessus, hey, j'ai le type de données élève. Ça va? Et le type de données élève, ça contient quoi? Ben, voici toutes les fonctions qui ont été générées automatiquement pour le type de données correspondant à la table, dont un ID qui est privé, un prénom qui est privé, un nom, un âge, un pays. Donc, il y a aussi des propriétés. Et voilà mes propriétés automatiques que j'utilise dans le constructeur, qui ont été générées. Le constructeur qu'on vient de voir, il est dans la liste ici automatiquement. Ça va? Donc, Visual Studio est votre meilleur ami, mais aussi votre pire ennemi, parce que il code à votre place, vous pensez que vous codez, mais c'est lui qui code. Ça va? Et j'aimerais que vous sachiez coder aussi. Donc, continuons notre exécution. En fait, j'aurais dû... Parfait. Donc, mon élève a été créé. Et voici mon élève avec toutes les magnifiques informations que je veux lui donner et donc que je veux rajouter en enregistrement dans la base de données. Donc, db.elève.insert on submit, donne un petit coup, pas d'explosion, ça va bien jusqu'à présent. Submit on changes, ça va bien jusqu'à présent. Show data, on veut bien voir si ça a marché, sans être obligé de stopper notre application et aller réinspecter la base de données. Donc, si tout va bien dans le meilleur des mondes, on tombe dans Show data et si on exécute notre requête Link2SQL, vous avez vu, ça s'est fait one shot. Si j'avais fait JADO.net, j'aurais été coincé à tourner dans une boucle et moi-même créer des objets, mettre ces objets dans une array list, ça nous fait plus de travail. Allons inspecter cette liste quelques secondes, si vous permettez. Oui. Watch. OK. Et regardez ça. Moi, j'ai écrit ça. Ça va? Moi, c'est ça le code Link2SQL que j'ai écrit. Mais regardez ce que Visual Studio y fait. Même que ça vaut la peine. Est-ce que je suis capable de copier le texte qui est là? Ouais. Bon.
si on fait abstraction des types de données bizarres là, du C#, vous avez déjà vu ça dans votre vie de programmeur analyste? Moi, je pense que oui. Ça va? Ça s'appelle tout simplement une requête SQL paramétrisée que vous avez fait dans MySQL, que vous avez fait dans Oracle. Bref, ma syntaxe Link to SQL a généré automatiquement pour moi le code SQL correspondant à ce que je voulais et m'a retourné les enregistrements dans ma fameuse variable. Donc, ma fameuse variable qui est ma variable liste E. Donc, pourquoi est-ce qu'on met le grid view nul avant de lui réassigner une liste d'objets? Ben, pour couper la connexion avec les informations précédentes, ça fait un refresh tout simplement. Donc, allons-y, et si tout va bien dans le meilleur des mondes, et voilà notre nouvel ami qui apparaît à l'écran, donc qui forcément a été inséré dans la base de données. Allons vérifier, juste parce que je vois certains visages incrédules. Donc, show data, et voilà. Ça va? Donc, on vient de démontrer la sélection et l'insertion. Je veux pas tous les passer avec des points d'arrêt parce que de la façon dont le projet est structuré, bouton insert, c'est le code d'insertion, bouton delete, le code de delete, bouton update, le code du update. Évidemment, c'est des requêtes simples, Link to SQL pour commencer. Plus on avance dans nos projets, plus on aura besoin de requêtes complexes. Mais déjà avec ces requêtes-là, et on ne le fera pas, si je disais qu'on voulait enlever le code ADO.NET de sélection de URL d'image et de texte pour charger dans notre Safari, pour le faire en Link to SQL, ben, juste avec le code de sélection qu'il y a là, normalement, on serait capable. Le formulaire de contact, si je disais que l'information qu'on valide et qu'on soumet au serveur, au lieu de l'insérer par ADO.NET, je voudrais qu'on l'insère en Link to SQL, on serait capable de la sélectionner, de la modifier, etc. Ça va? Donc, je vous demande de reprendre ce projet. Moi, j'ai mis 1 ou 2 points d'arrêt dedans pour montrer ce que je voulais montrer, mais de vous assurer que pour la sélection, l'insertion, la mise à jour et la suppression, mais on comprend les 4 fonctions qui sont écrites là. Ça va? Et on a fait les syntaxes ADO.NET au tableau. Le select, vous l'aviez déjà, si je me trompe pas dans le vidéo. L'insertion, je crois qu'on en avait déjà fait ensemble dans nos exemples. On a rajouté le code au tableau aujourd'hui du update et du delete. C'est beau au tableau, hein? Ça marche tout le temps au tableau parce qu'on ne compile pas. Je vous garantis que le code qui est au tableau compile. Mais pour vraiment vous l'approprier, il faut que vous preniez ce que vous avez noté ou photographié, peu importe, que vous le tapiez, que vous mettez des points d'arrêt, que vous assuriez que vous comprenez comment ça marche. Parce qu'en examen, vous n'avez pas la photo, vous n'avez pas Visual Studio, vous le faites à la main, je veux que vous connaissiez votre syntaxe. Ça va? Donc, nos opérations CRUD de base en Link to SQL et en ADO.NET, on met check pour l'instant, mais on va approfondir ces requêtes-là au fur et à mesure qu'on avance. Ça va pour ça? Donc, je vais stopper